Taïwan. Non. Bon, mais bonjour. Voilà, je m'appelle David, j'ai 48 ans et ça fait 18 ans que je vis dans une belle vallée auprès de Mézières. Et puis à observer la nature, à connaître l'écologie, j'ai décidé de faire une conférence. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu pourquoi je vis dans la nature, tout ça, ma vie dans la nature. Après, je vais vous parler un peu de social, après un peu d'écologie et de ma vision du spirituel, de sémantique générale qui me semble être une super chose pour évoluer et quelques idées que j'ai en tête par rapport à des solutions qu'on pourrait avoir quoi, pour faire un véritable changement. Donc je suis né en janvier 1969, un peu dans le nord de la France, dans l'Aube. Et puis j'avais les pieds beaux, un plexus brachial encore en plus en sortant du ventre, et puis après un reconnu asthmatique à fond. Quoi. Et puis voilà, donc du coup j'étais né différent par rapport aux autres enfants. Et mon handicap en fait m'a vachement rendu immobile et donc du coup j'ai appris à me servir de mes autres sens vachement plus et même à mon avis à utiliser un peu plus mon cerveau aussi. Mais c'était super délirant. Après quand même j'ai eu jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu 3 opérations à chaque pied. La première c'était à 18 jours après ma naissance et ouais, c'était bizarre. Puis à 6 ans, vers 6 ans, je regardais mes parents qui se prenaient tout le temps la tête et tout, puis j'étais là tiens. J'ai pas été demandé à naître dans ce monde-là, hop, je suis handicapé, et puis en plus il va falloir que j'achète mon droit de vivre. Et je comprenais pas bien cette situation-là, je me disais on est né sur une planète qu'on n'a pas demandé à venir, et puis en fait il va falloir qu'on travaille toute notre vie pour payer notre droit de vivre. C'est complètement bizarre. Alors petit à petit, des études et tout, on me fait faire comptabilité alors que je voulais être menuisier ébéniste, super chéri quoi. On m'a dit non t'es handicapé, bon j'ai dit tant pis, et puis après avoir exercé 6 ans de la comptabilité, hop, j'ai dit, punaise, eux ils touchent des sous pour mon handicap, j'ai essayé de les toucher moi-même, comme ça moi je pourrais me diriger vers une autre vie, puis en 2 ans de temps, je suis venu à vivre dans la nature à Mézières. Et bon, c'est une démarche écologique à la base, mais plus ça avance, plus c'est écologique en fait, quoi. Et puis harmonique avec la nature. C'est en fait, là je vis c'est pas où j'habite, c'est vivre en harmonie avec la nature, pas la détruire, essayer plutôt de la faire se développer et tout ça. Et j'y trouve un super grand confort. Quoi. Je fais les mêmes choses que tout le monde, mais d'une manière complètement différente. C'est, si je veux de l'eau, il faut que j'aille à la rivière. Si je veux prendre une douche, il faut que je prépare tout pour que je sois prête le soir quand je veux la prendre. Enfin, peu après, mais c'est pareil en même temps, mais c'est des autres activités. Et moi, l'avantage que j'ai sur tout le monde, c'est que je travaille pour moi. Ce que je fais, c'est pour améliorer mon confort dans ma vie, tout ça, tandis que les gens, ils travaillent et on leur vole leur énergie, et puis après, seulement, ils ont de l'argent pour faire avancer leur vie. Et c'est vachement plus bénéfique. Donc du coup, cette vie dans la nature, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, connaître mon handicap, parce que je croyais que je pouvais pas trop marcher et tout. Et puis en fait, à vivre dans la nature, ça me fait une rééducation naturelle. Et donc du coup, c'est cool. Je marche plus qu'avant, j'ai moins mal. Enfin là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai appris à me connaître aussi, à être confronté à moi-même, vraiment, t'es qui, qu'est-ce que tu veux. En plus, les premières années, j'étais en tipi, j'ai fait 50 tipis, c'était rigolo.
Et puis les bruits des animaux, tout ça, après du coup, au début ça fait trop bizarre. Et puis après, qu'est-ce qu'on est bien avec les éléments et tout. Quand on a reconnu que ça c'est le bruit d'un sanglier, on dit ah ben ça va, après tout ça, et puis après le vent, c'est les quantités de vent et tout, c'est trop bien. Puis là ça fait, je sais pas, ça doit faire 13 ans que j'ai un dôme géodésique. Là, c'est le grand confort. Là, c'est vraiment un gros confort. Mais j'en veux pas plus. Hein. Ça y est, ça suffit. Et je veux vraiment. En fait, là, c'est vivre le plus possible en harmonie avec la nature et puis faire un bon jardin pour devenir autonome et zapper au maximum cette société-là parce que je vois pas l'intérêt de vivre autrement que comme je vis. Tellement le confort est bon. Quoi. Maintenant, je vais vous parler un peu de ma vision du social humain et tout ça. Comment je ressens les choses de mon observatoire dans la forêt depuis une vingtaine d'années, à lire des bouquins, et côtoyer des gens, à observer tout ça et tout. Déjà, mon grand sentiment, c'est qu'on est tous à un même niveau, quoi, en fait. C'est juste la société qui fait en sorte qu'on n'est pas du même niveau, mais tous les gens ont le même niveau social, quoi. Si on voulait, ils auraient le même intellect et tout ça. Et donc, du coup, c'est, à mon avis, quelque part voulu. C'est mieux, l'argent sert beaucoup à diviser les gens, parce que les gens se traînent par milieu social. Et donc, ils côtoient un peu les autres, mais ils s'en foutent aussi, et puis ils n'arrivent pas à imaginer comment ils vivent, quoi. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui gagnent 6 800 € qui me disent «Ah, on est plus pauvre que toi». Ah bon, ben là, après, ils se rendent même plus compte dans quel monde ils sont et tout, et c'est assez délirant, quoi. Ça me fait vraiment super choc. Et là, je me rends compte, petit à petit, ce truc-là, que je viens vraiment d'observer. C'est comme moi, j'ai décidé de faire vivre comme ça. Je ne suis pas dans la même société qu'eux, et donc, du coup, que les autres gens, parce qu'en fait les autres gens c'est surtout le travail, mais dans la société, avoir une voiture, consommer et tout ça. Comme moi je suis pas dans ce milieu-là, ben en fait ils croient que moi je vis exclu, mais en même temps c'est eux qui m'excluent aussi parce qu'ils ont peur de communiquer avec moi et tout. Enfin, il y a une différence sociale quoi, et plein de préjugés parce qu'en fait ils savent pas. Des fois j'entends des propos, je dis mais vous me connaissez même pas quoi. Alors, donc du coup vous pouvez pas dire grand-chose. Donc là, je vous ai parlé vite fait de l'exclusion, mais l'exclusion, elle commence quand même à l'école. On fait en sorte que ben, les pauvres restent pauvres, qu'on n'éduque pas trop leurs enfants, que ce soit toujours les mêmes qu'on les mêmes places. Les ministres, c'est toujours les enfants de ministres, enfin, ça va toujours comme ça un peu, et ça change pas trop. C'est à peu près bien calculé à mon avis. Mais si on voulait, la seule différence qu'il y a entre nous, c'est qu'on a un système nerveux qui est différent. Donc du coup, si on prend conscience de ça, c'est juste, on est exactement pareil, quoi. On pourrait avoir le même intellect et donc être vachement plus unis, vachement plus soudés et être plus responsables les uns envers les autres, parce qu'on pourrait plus se dominer. Parce qu'en fait, nous sommes, comme dit Henri Laborie, nous sommes dans une société de dominance, et puis il y a des soumis, quoi, et beaucoup trop de gens sont soumis, et n'osent pas réaliser leurs rêves profonds, et ça c'est vraiment dommage, parce que quand je discute avec certaines personnes, s'ils avaient réalisé leurs rêves profonds, on serait vachement plus sur le paradis que sur ce monde qui est en pleine décomposition, quoi. Et ça me fait super réfléchir, et je dis, ah mince, comment réveiller ce changement en l'être humain, quoi. À mon avis, c'est pas mal par rapport à l'éducation. L'éducation nationale, si vous voulez, il pourrait... Parce que beaucoup trop de gens ont souffert, moi ayant souffert, je discute facilement de mes souffrances, et il y a beaucoup trop de gens qui me racontent les souffrances qu'ils ont vécues, et ça, on les entretient, on ne fait pas en sorte de les soigner, et tant qu'on ne les a pas soignés, on ne peut pas vraiment évoluer, on ne peut pas vraiment savoir qui on est profondément. On vit surtout par rapport à cette souffrance-là, et ça nous déstabilise pour savoir ce qu'on veut vraiment dans le fond de notre cœur, quoi. Et ces trucs-là, ça a l'air d'être bien entretenu aussi par cette société-là, pour pas que les gens puissent s'épanouir, parce qu'en fait, si on est en bonne santé mentale, à mon avis, le monde du travail, on le voit complètement autrement, on n'a plus envie d'y participer, nous on s'en fout, après c'est le bonheur de vivre en harmonie avec tout ce qui est autour de nous et tout ça, et puis après on lâche l'affaire, cette vie complètement conditionnée par le monde du travail, quoi. En fait, encore en plus, j'ai l'impression que surtout on fait travailler les gens pour pas qu'ils réfléchissent. Comme ça, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils remettent en cause tout ce qui se passe. C'est comme ça, on leur donne un petit peu de sous, plus ou moins. Comme ça, eh ben, ils peuvent vivre un peu. Maintenant, c'est le grand bonheur avec toute cette illusion de matériel moderne. Et donc, du coup, on se décentre des gens, on comble nos manques affectifs en s'achetant des petites machines, des petits outils électroniques, les petits jouets modernes, là, qui sont super polluants quoi, en plus. Et puis, on oublie d'être en contact avec les autres. Ça nous éloigne les uns des autres.
En fait, ce que je me rends compte, c'est que l'argent, en fait, ça a remplacé l'amour entre les gens. Ça les a bien séparés les uns des autres, et puis le seul intérêt relationnel qu'on a, souvent, en fait, inconscient, je sais pas, c'est le porte-monnaie que l'autre il a, quoi. C'est selon, il est plus estimé s'il a une meilleure porte-monnaie que s'il en a un moins bon, quoi. Et c'est vraiment trop aberrant, quoi. C'est un truc, j'hallucine. Je regarde les gens, c'est devenu vraiment ça. Et même quand il y a 20 ans, 30 ans, quoi, on va dire, les relations, elles n'étaient pas du tout pareilles face à tout ça et tout. On s'en foutait un peu, on vivait vraiment. J'ai l'impression que le monde était beaucoup plus libre encore que maintenant. Maintenant, on est un peu plus stressé, conditionné et tout ça, et c'est moins facile de faire des rencontres, de pouvoir échanger, et puis c'est vraiment le porte-monnaie, quoi. Si tu as des sous, de toute façon, tu peux sortir, si t'en as pas, tu peux pas sortir, enfin, c'est super bien conditionné. Et avant, dans un reportage, il dit, avant la Première Guerre mondiale, l'homme vivait au bord de la nature. Il faisait des grands jardins, il avait quelques animaux, il était vachement autonome, il était proche de la nature. Et là, cet argent a créé la société de consommation, et la société de consommation nous a éloignés de la nature pour nous faire travailler, en fait, et puis nous faire consommer. En fait, à l'heure actuelle, je pense que, en gros, vu comment on sait que c'est fait, l'histoire des billets qui nous impriment, c'est calculé sur la dette que les enfants qui vont naître vont faire quand ils emprunteront, sur l'intérêt des dettes. Donc du coup, ça veut dire que l'argent qu'on utilise, elle n'existe pas vraiment, et qu'on est juste des produits de consommation, parce que si on ne consommait pas, la société comme elle fonctionnait s'écroulerait, et du coup, on nous fait croire à ce monde de consommation. En plus, nous sommes dans un monde limité, donc un jour ou l'autre, ça va s'arrêter obligatoirement. Ça va peut-être mettre encore 50 ans, mais ça va pas aller beaucoup au-delà de ça. Donc du coup, on devrait directement arrêter cette chose, ce phénomène, pour passer directement à autre chose. Et si cette société s'écroulait, eh ben, les gens, petit à petit, socialement, reprendraient toute cette démarche d'entraide, de services qu'il y avait. Maintenant, les services, on les achète, on les paye. Tout est vraiment très contrôlé, très calculé, quoi, nos dépenses, tout ça. Il faut vraiment changer cette façon de voir des choses et ouvrir notre cœur et nous rapprocher les uns des autres. Parce qu'en fait, on n'est pas si différents que ça les uns des autres. Il y a des différences intellectuelles, surtout, mais ça, on peut vite les combler. Et puis après, c'est juste cette histoire de porte-monnaie qui entretient toutes ces différences. En 1933, Alfred Korzybski a fait une étude des langages. Il a, il dit, je crois qu'il dit dans un bouquin, il dit, j'ai jamais lu autant de livres scientifiques que cette époque-là. Et en fait, il a commencé, il était soldat pendant la première guerre mondiale, tac, et puis il a été blessé, mais il commençait déjà à faire des recherches sur la sémantique générale. Et tous les soldats qui soignaient, comme il travaillait dans un hôpital après, mais il guérissait beaucoup plus vite que les autres, quoi. Mais rien qu'en pratiquant la sémantique générale. Alors, la sémantique générale, le non-aristotelicisme, en fait, voilà. Il dit la seule chose qui n'a pas changé depuis 2000 ans, c'est notre langage. Et lui, donc, il a revu le langage avec les connaissances scientifiques. Il dit, bon, nous, on utilise le langage qu'Aristote a créé. Il dit, bon, il n'est pas méchant avec lui. Il lui dit, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais maintenant, avec les connaissances scientifiques, on sait que tout a changé, quoi. Donc après, je vais essayer de vous... C'est assez dur à... Vous lisez un chapitre du livre, vous êtes là, oula, où j'en étais, là, j'ai pas compris, là, faut que je recommence, tellement c'est assez balèze, quoi. Et alors, donc, le langage aristotélicien, il est binaire, il dit. Donc, c'est oui, non, beau, moche, bien, mal, yin-yang, il dit aussi. Et ça s'arrête là, donc c'est binaire, c'est oui, non, beau, moche, ça s'arrête là. Bon. Et la sémantique générale, c'est oui, non, et etc. Parce que ça prend en considération qu'il y a toujours des choses, des facteurs, qui étaient autour de nous, qu'on n'a pas pu observer. Et donc, du coup, il y a des possibilités pour que ça s'améliore, enfin, qu'on ait oublié des choses très importantes et qui changent ce binaire. Aristote, c'est tu vois, c'est. Hop, comme ça, c'est simple. Hop, tu vois, c'est. C'est une fleur, c'est un arbre et tout. Ça limite vachement la possibilité des choses. La sémantique générale, c'est tu vois, ça fait quelque chose dans ton cortex visuel, ça rentre dans ton système nerveux. En fait, il faudrait expliquer ce qui se passe dans notre système nerveux. Parce qu'on peut regarder n'importe quelle chose tous les trois ensemble. Comme on a chacun notre système nerveux qui fonctionne différemment, moi je pense aussi qu'il y a tous les conditionnements qu'on a eu de l'enfance et tout ça aussi qui fait tous ces changements-là. On dit une rose est rose,
mais en fait, on pourrait la regarder de tous les droits. En fait, si on arrivait à décrire le rose, on ne le verrait pas du tout pareil. Même si on était exactement au même endroit, au même moment, parce que notre système nerveux réagit différemment. Et donc, ça, si on arrivait vraiment à communiquer cette différence, on se prendrait beaucoup moins la tête. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait des différences de compréhension. Et je trouve ça super intéressant. Si on enseignait la sémantique générale à tous les enfants, à l'école, en fait, à 14 ans, quand ils sortiraient, pour aller en sixième, ils sauraient exactement ce qu'ils veulent, qui ils sont, et ils auraient tous le même niveau intellectuel. Donc comme ça, il n'y aurait plus d'histoire de dominance de pouvoir les uns sur les autres. On ne pourra plus se mentir parce qu'on serait à peu près tous les mêmes choses, quoi. Et pourquoi c'est pas pratiqué, hein? Parce que oui, ils veulent nous dominer, quoi. Ils veulent continuer ça, parce que depuis 1933, le bouquin original que j'aimerais trop lire, qui est de 900 pages, il n'est toujours pas traduit en français. Donc du coup, c'est complètement... je me dis, tiens, pourquoi? J'ai trouvé un premier bouquin, un coup, sur la sémantique générale, j'ai payé 40 €. Mais alors celui-là, je vous le disais vite, hein. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de sous et j'en ai vu un qui coûtait 120 €. J'ai acheté celui-là. Super intéressant. Mais alors, du coup, la culture, c'est réservé aux riches, quoi. Et les pauvres, ils peuvent pas y accéder. Je trouve pas ça du tout normal. Alors, le factuel, c'est observable là. C'est ce qu'on peut observer de réel, en sachant qu'on va pas tout voir et que chacun va voir les choses différemment. Donc voilà, ça c'est ça. Et après, l'inférentiel, c'est tout l'imaginaire qu'on va rajouter au-dessus, je veux dire, un truc comme ça. Mais c'est pas du réel. Alors, on est obligé d'utiliser un inférentiel pour certains trucs. J'espère que vous allez bien redescendre en stop, par exemple, mais c'est de l'inférentiel, on ne sait pas. Ou si vous voulez redescendre avec, ça c'est de l'inférentiel. Il faudrait réussir, il faut déjà prendre conscience qu'on utilise de l'inférentiel quand on communique et rétrécir au maximum l'inférentiel pour qu'il soit plus possible proche du réel, du factuel, quoi. Et ça éviterait plein de problèmes de relations humaines et tout ça, hein, parce que mais il y a même des guerres qui ont été déclenchées à cause de l'inférentiel qu'il y a eu dans les rapports humains, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment à bien observer, dire ah là je suis dans le réel, ça oui c'est de l'inférentiel. Souvent quand on écoute les infos, il y a pas mal d'inférentiels dedans, de trucs qu'on ne sait jamais, qui nous expliquent jamais même plus tard. Et le cinéma, c'est à fond inférentiel aussi, donc on est dans un monde inférentiel en fait, pas mal, avec ce monde moderne. Et ça nous éloigne peut-être sûrement du réel qui est autour de nous, de la nature, de prendre conscience de tous les éléments et tout ça, quoi. Et c'est vraiment super grave, je trouve. Après, à un moment, il explique qu'est-ce qui est important pour vivre. Il dit pour vivre, il faut respirer, boire, manger, dormir et avoir une vie sociale. Et c'est l'essentiel pour vivre. Et quand même, alors, l'eau est polluée, l'air est pollué, et la nourriture est polluée. Et on n'a plus de vie sociale. Donc du coup, il y a un gros problème dans notre société, quoi. Et on ne peut pas vivre un truc bien équilibré avec tous ces facteurs qui sont en nous, quoi. Alors, donc, il faudra vraiment réfléchir à une solution pour changer tout ça. Après, la pratique de la sémantique générale aussi, ça amènerait l'autocratie. Ça veut dire qu'en fait, on n'aurait plus besoin de sénateurs, de postulats et tout ça. Qu'on serait suffisamment intelligent pour être responsable de nos actes. Qu'on serait là, on serait seul, mais on saurait ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne bien pour les autres. Donc en fait, on trouverait dans une certaine forme de démarche d'amour. Et du coup, là, on ne ferait plus tous les trucs nocifs à l'être humain et tout ça. Parce qu'on serait responsable. Parce que cette société-là montre un peu l'inverse quand même. On a des assurances, des loyers, du tout. On est assisté en permanence. Et ça nous déresponsabilise de nos actes et tout ça. Et on croit encore en plus que ce système, il y a toujours la solution pour nous sortir de ce problème-là. Et donc là, si on pratiquait cette sémantique générale, en quelques générations, ce serait super rapide. On pourrait vraiment sortir de tous ces conditionnements et être en amour, en harmonie les uns avec les autres, et plus de pouvoir l'un sur l'autre, parce qu'on serait à peu près tous les mêmes capacités intellectuelles. Mais c'est pas pour ça qu'on ne serait pas différents, parce qu'on a toujours notre système nerveux qui est différent, quoi. Et après, tout ce que je vous ai parlé jusque-là, à mon avis, on a à peu près tous les mêmes capacités. Il y en a, c'est plus facile de déclencher certaines choses et tout ça, mais si on voulait les apprendre, on pourrait les apprendre super facilement, quoi. Il suffirait d'avoir des enseignements prévus pour, et
pourrait faire de la méditation, vous magnétiser. Moi, si vous voulez, je vous apprends à vous magnétiser. On pourrait faire toutes ces choses-là. Mais après, créer des écoles, des nouvelles écoles pour apprendre aux gens à être autonomes, à apprendre à se connaître, à être autonome, à pratiquer de la méditation, même, je dirais, et à faire aussi du magnétisme. Et après, apprendre à bricoler, à faire de l'art. Je pense que l'art, c'est super bon pour éveiller l'esprit. Et puis, un peu de mathématiques et de français, comme ça, vite fait. Puis voilà. Allez, Et tu changement. vois comme cette scie-là, Mettre du plastique dans ton oreille. T'as vu ce que ça va? il paraît que cela, c'est pas bon du tout. Y'a quoi là-dedans du coup? Ben, le mec, en fait, il faisait les décharges. Quand j'étais petit, mon père parlait souvent de nature et puis d'écologie. En plus, il critiquait le système, quoi. Donc du coup, je me suis un peu renseigné pour mieux comprendre. Souvent, je me suis dit, pour être un bon acteur sur cette planète, il faut savoir le plus de choses, parce que sinon, on ne peut pas trop avancer, on ne peut pas bien comprendre les choses qui se passent et tout. Alors du coup, je me suis vachement informé. J'en sais à peu près autant que Pierre Rabhi, à mon avis, sans problème et tout. Et alors les 4-5 derniers reportages sur le changement climatique que j'ai regardés disent qu'on est en train de tomber dans un précipice, que si on ne s'arrête pas, d'ici une vingtaine d'années, on risque réellement de voir la fin de l'humanité se produire et de plein d'autres choses, à mon avis, qu'on ne servira pas de toute façon si on meurt. Et donc du coup, ça m'a vraiment perturbé. C'est un peu pour ça que je fais ce documentaire-là aussi. Alors déjà, ils expliquent bien que notre gros problème, c'est l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon. Alors, le pétrole, c'est le pire, à mon avis, je crois. Le charbon, ça doit servir surtout pour faire de l'électricité. Le gaz pour faire de l'électricité, du chauffage et tout ça. Et puis le pétrole, ça sert à l'électricité, faire tourner des usines, et puis déplacer nos moyens pour avoir nos moyens de transport et tout ça qui marche, quoi. Et donc du coup, c'est super délirant. Et en fait, un super reportage qui s'appelle Sans lendemain, ils expliquent que avant la Première Guerre mondiale, nous, on était écologistes. On vivait en harmonie avec la nature, il n'y avait pas de pollution et tout. Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains sont venus et tout, ils nous ont ramené leur pétrole et puis on s'est mis à devenir des bons consommateurs de pétrole. Alors, le pétrole, ça met... à mon avis, il y a tellement de formes d'utilisation du pétrole que c'est super délirant. Les produits que Monsanto nous fabrique, à mon avis, c'est fait à base de pétrole, mais transformé d'une certaine manière. Après, il y a les carburants qu'on utilise, il y a toutes les matières plastiques qu'on a partout, quoi. Et tout ça, c'est très très polluant. Le plastique, on sait que c'est en train de faire un 7e continent qui est énorme. Et il dit, c'est le petit bout de plastique que vous voyez dans votre cour qui va finir dans ce continent-là, qui va petit à petit descendre dans la rivière, après dans la mer, qui va finir dans ce continent-là. C'est super inquiétant. Alors le gaz d'échappement, c'est de la folie parce que ça émet de la dioxine en permanence dans l'atmosphère. Et du coup, ça rend l'air irrespirable. L'Organisation mondiale de la santé, par 2 années de suite, on dit l'air que vous respirez est cancérigène. Et ils savent très bien que c'est à cause de nos transports et de nos usines aussi. Alors, c'est le travail en train de polluer la Terre, quoi. C'est assez rigolo dans un sens, mais super inquiétant. Alors là, c'est un peu sur les hydrocarbures, je pense que je vous ai à peu près tout dit, comme ça, vite fait. Et après, il y a tout ce qui est maintenant des technologies nouvelles qui amènent les perturbateurs endocriniens. Et il y en a quand même encore dans plein de matières pétrolifères. Des sacs à dos, ils ont été dire jusqu'à des sacs à dos qui ont des perturbateurs endocriniens. Dans la nourriture, il y en a beaucoup aussi. Et après, les vêtements aussi. Les vêtements sont vraiment porteurs de perturbateurs endocriniens. Après, tous les cosmétiques, tout ça. Il y a trop de produits qui sont infestés de perturbateurs endocriniens. Ils ont testé des cheveux de 40 enfants de 10 à 15 ans et ils étaient tous atteints de perturbateurs endocriniens. Ils ont testé des adultes pareil. Et en gros, ils disent à peu près tout le monde en a, quoi. Ça, plus ce punaise de glyphosate de Monsanto, tout le monde en a aussi dans le sang. Donc, alors, Monsanto, le glyphosate, c'est simple, c'est cancérigène apparemment. Ce serait presque certain, quoi. Et après, tout ce qui est
perturbe endocrinien, en gros, ça stérilise, ça perturbe le système endocrinien et ça rend malade jusqu'au cancer, quoi. Et ils en ont trouvé dans plein de nourritures différentes, dans des vêtements, là ils disent des sacs à dos, des couches pour bébé, tout, tout, tout. Plus des traitements de sang, alors ça on en trouve partout. Alors moi je trouve ça bizarre que on soit dans un monde qui fasse ça. Ah si, il faut que je vienne aussi de ce travail du CO2, les usines, les véhicules, enfin plein de... Les frigos aussi qui émettent des gaz, qui montent dans l'atmosphère, qui détruisent la couche d'ozone et du coup laissent passer les UV. Et quand les UV passent, comme c'est des rayons super forts, ils brûlent tout sur leur passage. Moi là qui vis depuis 20 ans dans la nature, je vois vraiment le réel changement depuis 5 ans, quoi. Là, ça fait 5 ans. Un premier phénomène qui m'inquiète beaucoup, c'est les feuilles des arbres qui prennent le soleil, elles se dressent, elles montrent le dessous. Et comme ça, c'est plus clair et ils captent moins les rayonnements solaires. À mon avis, c'est réellement pour se protéger du soleil parce qu'il peut pleuvoir 2-3 jours d'affilée et sont toujours dressés, ça ne change rien du tout. Alors il y a ça, et puis au début c'était que sur quelques arbres, et en 5 années de temps c'est tous les arbres qui le font, même sur les pins j'arrive à voir comment ils vrillent leurs aiguilles, c'est vraiment impressionnant. Même les plantes, les petites herbes qu'il y a par terre, souvent elles replient un peu leurs feuilles pour avoir moins de surface pour capter des rayonnements solaires. Je suis vraiment outré, j'ai essayé d'en parler avec un mec de l'ONF, il n'avait pas vu l'histoire, mais à mon avis c'est super inquiétant, c'est super lié au changement climatique qui est en train de se produire. Après on voit de moins en moins d'insectes, moins de... Même les oiseaux, WWF il a dit qu'il y a, qu'en 40 ans il y avait 58% des vertébrés qui ont disparu de la surface du globe. Il a dit à cause de l'agriculture et des élevages essentiellement. Mais en fait, on est des vertébrés aussi, allons-nous disparaître du globe ou pas? Après, il y a les centrales nucléaires, là, on est mal barré aussi. Fukushima, ils ne savent pas trop, mais ils disent que c'est un problème mondial. La dernière info que j'ai entendu dire, c'est si on mettait une personne dessus, elle mourrait instantanément, quoi. J'ai un ami, de temps en temps, quand il pleut, il fait des tests. Une des dernières pluies, il a trouvé un taux de radioactivité bien supérieur à ce qu'il trouvait d'habitude. C'est partout autour de nous. Après, il y a les Russes. Il y a un Russe qui a dit qu'il a remis une centrale nucléaire en graphite en route en Corée du Nord et que si celle-là partait en délire, et ben, ça pourrait amener la fin de l'humanité carrément. Et le seul nucléaire, on n'a pas de moyen de stocker nos déchets vraiment, quoi. C'est trop instable et tout. Ça peut être vite craignos pour l'ensemble de l'humanité, quoi. Et nous, on en a 58 centrales nucléaires en France, on est bien gardés, quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe. Dernièrement, il y a quand même eu quelques petits problèmes. Cet hiver, ils en ont arrêté, je ne sais plus combien, 13, pour faire des tests dessus. Ou là, on arrêtait plus, mais ils ne pouvaient pas, sinon il n'y avait plus d'électricité. Et on n'est pas à l'abri d'un Tchernobyl ou d'un Fukushima en France, hein. C'est super tendu à ce niveau-là, quoi. Et pour l'électricité, du coup, il va falloir vraiment qu'on apprenne à réduire notre consommation électrique. On ne va pas avoir le choix. Donc du coup, il faut fermer les usines, c'est elles qui en consomment le plus, et puis passer vraiment à se remettre dans la nature et à faire notre nourriture nous-mêmes. Ça nous occupera suffisamment. Moi, je vois bien l'expérience, je la fais. J'ai mon temps de travail tous les jours de 3-4 heures sans problème. Et du coup, si on fait ça, on aura besoin de moins d'énergie, on polluera moins notre planète et on sera super peinards tous ensemble à être dans la nature et pouvoir avoir le temps d'être en lien avec les autres. Et je disais tout à l'heure par rapport à tous ces perturbateurs endocriniens et tout ça, là il y a un truc qui me fait souci, tout le monde parle d'amour, hein, on est dans l'amour et dans l'amour, on est dans l'amour, mais on sait qu'on pollue notre planète à chaque fois qu'on utilise la voiture, et tous ces perturbateurs endocriniens, mais si on était dans l'amour, il ne faudrait surtout pas les fabriquer, quoi. On devrait avoir des sociétés de contrôle fiables qui analysent tous les produits qui sont fabriqués, et si on voit que c'est toxique à l'être humain ou à la nature, et ben on arrête de les produire, on ne les met pas en vente, tandis que là on les met en vente, et puis que ça a tué des milliers de gens, on dit ah ben stop, faut arrêter de le mettre en vente, mais trop tard, il y a déjà trop de gens infectés. Et la sagesse, ce serait celle-là, et ça ferait vraiment évoluer notre société vers un meilleur monde. Bon ben voici le tour
de la venue de mes observations que j'ai pu faire sur la spiritualité, les expériences que j'ai faites, et comment j'observe vraiment ça par rapport aux autres gens, comment ils pratiquent et tout ça, quoi. Bah, dès tout petit, enfin non, dès que j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à lire des bouquins sur la magie au début. C'était super intéressant, mais en même temps, ils n'expliquaient jamais trop comment faire, donc du coup, j'étais un peu déçu. Après, bon, j'ai fait enfant de cœur aussi, donc du coup, la religion chrétienne, je l'ai côtoyée pas mal. Je connais des adventistes du 7e jour. Et après, je connais le bouddhisme. Je me suis pas mal renseigné sur le bouddhisme. C'est ce que me convient presque le mieux, quoi, par rapport. C'est plus une philosophie d'ailleurs qu'une croyance, quoi. Donc c'est plus, ils ont trois trucs que j'adore. Ils sont dans l'innocuité, être non nuisible. Alors là, j'ai compris que je pense que c'est parce que s'ils sont nuisibles, les réincarnations ne peuvent pas se faire, donc ils essayent d'être le moins nuisible possible pour pouvoir faire les réincarnations. Après, ils disent aussi l'ignorance, c'est de ne pas croire que tout est lié, et ça, je pense que c'est vrai aussi, qu'on ne pense pas assez que tout est lié sur cette planète et que du coup, que nos actes peuvent délier certaines choses. Et après, ils disent la vérité, c'est. Non, vérifie ce que je te dis pour l'accepter comme une vérité. Et ça, je trouve ça très réglo, parce qu'il y a plein de trucs qu'on croit, mais pour pouvoir les vérifier la vérité de ces choses-là, c'est compliqué, quoi. Et puis après, pas si longtemps que ça, il y a une voisine, elle me fait ah, les autres, ils croient encore à ça, quoi. Et puis après, je dis ah, tiens, bizarre. En fait, et eux sont plus bouddhistes, ceux-là, les autres, ils sont plus chrétiens. Puis en fait, j'ai réalisé que si on changeait juste les noms, en fait, c'était à peu près les mêmes choses qu'ils croyaient, quoi. Juste, il fallait changer les noms. Et alors, du coup, on se prenne la tête, tous, là, pour dire, ah, c'est moi qui crois à la meilleure des choses. Et en fait, ils croient tous à la même chose, à peu près. D'une façon différente, avec des noms différents, mais ils font tous un peu de méditation, ils font des rassemblements, tout ça. Donc, c'est vraiment. Ils vont soit dans leur temple, soit dans leurs églises. C'est à peu près la même chose. Je crois que c'est surtout la croyance, c'est pas mal à ce que j'ai pu observer. Déjà, c'est pour satisfaire l'ego. Moi, je pense qu'il y a une part de bon qui aide les gens à être plus zen, quoi, quand même. Mais après, c'est quand même lié à. Puis, comme je dis, chacun dit ah, c'est ma croyance la meilleure. Déjà, ça amène plein de complications, plein de guerres, tout ça. Il y a quand même eu pas mal de problèmes avec ça, quoi. Des colonisations, tout ça, fait à cause de ça. Et j'ai trouvé ça. Alors, j'essaye de comprendre. Je crois qu'il y a du côté croyance. Alors, le côté croyance, c'est qu'on croit être la vérité. Il y a le côté qui est vraiment vérifiable, comme disaient les Tibétains. Alors, moi, je pense, moi, ce que j'ai pu vérifier, la méditation, ça existe. Ça détend, ça fait vraiment du bien. Euh, j'ai un autre truc aussi. Après, moi, à force d'exercice et tout ça, je sais me magnétiser et tout ça, donc je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a des capacités énergétiques qui sont super intéressantes, mais qu'on ne nous apprend pas du tout à utiliser. Et du coup, puis on met ça après, reporter sur le dos d'un Dieu, je trouve pas ça logique. Puis après, si on est des enfants de Dieu, on a les mêmes capacités que lui, donc du coup, à nous chercher à comprendre le système de ce truc-là. L'énergie qu'il y a dans notre corps, le magnétisme, la télépathie. Je pense qu'on est télépathe parce que des fois on est en connexion avec des gens et on reçoit moi des fois je pense à quelqu'un, hop, la personne dans la journée elle m'appelle ou des trucs comme ça et ça c'est super intéressant. Là on ne sait pas trop comment ça marche et tout ça. Puis peut-être les téléphones portables c'est pour nous empêcher de nous en servir aussi, comme ça on a une machine qui fait la télépathie pour nous. Donc du coup, mais à mon avis tout ça c'est vérifiable. Et là c'est de l'ordre de la magie. Moi j'appelle ça la magie parce qu'en fait c'est magie interne et propre à tous les êtres humains. Je pense que tous les êtres humains, encore en plus, ont les mêmes capacités, quoi. Il n'y en a pas un qui peut se téléporter et puis l'autre pas. Enfin, ou être télépathe et tout ça, à mon avis, ils ont tous la même capacité. C'est juste notre approche de la vie, notre éducation, nos conditionnements qui nous empêchent, et puis surtout le manque d'écoles qui pourraient nous apprendre à se servir de toutes ces choses-là. Parce que si on se servait de toutes ces choses-là, on intéresserait de moins en moins le système, parce que le système ne nous intéresserait plus. On n'aurait plus besoin de téléphone, on pourrait se téléporter, donc voyager gratuitement, tout ça. Et donc du coup là, à mon avis, c'est un peu voulu qu'on n'apprenne pas trop à se servir de ça. Il y a quelques écoles qui commencent à pratiquer la méditation, quand même. Ça c'est un bon point, j'ai trouvé ça. En Inde, ils ont un ministère de la spiritualité. Et j'ai trouvé ça aussi super rigolo, quoi.
Mais nous, dans nos pays, c'est quand même assez bizarre. Et puis, le problème que je trouve dans toutes ces spiritualités qui vraiment m'énerve, c'est que eh ben, le paradis, c'est après la mort. Alors là, ce truc-là, franchement, invérifiable. Il n'y a personne qui est revenu nous dire ouais, ça s'est passé comme ça, j'étais là-haut et tout ça. Et du coup, ça décale vraiment notre présence à rester en harmonie sur la Terre. Vu que le paradis c'est après la mort, on a la faute de la Terre. Peut-être pour ça qu'on la pollue, qu'on fait pas gaffe à elle et tout ça. Mais ce truc-là, je trouve ça odieux. Alors il y en a d'autres. Alors puis c'est pareil. Alors là, il y en a c'est le nirvana, les autres c'est résurrection, d'autres incarnation. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Mais ils peuvent pas le prouver ce truc-là. Mais tout le monde s'endort là-dessus. Et je me dis aussi, en fait, et après une conversation avec quelqu'un que je connais, qui est adventiste, ben en fait, ils ont peur de la mort, quoi. En fait, ils croient qu'il y a quelque chose après la mort, parce que comme ça les rassure, s'ils meurent, ils ne sont pas morts, quoi, en fait. C'est un peu, je trouve ça un peu bizarre, quoi. En plus, avoir peur de la mort, comme on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Là, je vais vous parler vraiment d'une expérience que j'ai faite. Vers 24 ans, après avoir déjà lu quand même pas mal de Castaneda, de trucs comme ça, quoi. Et ben, j'ai découvert les champignons hallucinogènes. Et là, waouh, chose incroyable. Alors déjà, ben, ça m'a trop... Peut-être c'est ça qui m'a amené rapprocher aussi pas mal de la nature. Parce qu'en fait, quand on prend des champignons hallucinogènes, ce qu'on appelle hallucination, en fait, c'est pas des hallucinations. Il y a des Suisses qui sont en train de les étudier et ils disent, on sait très bien que c'est pas des hallucinations que les gens ont. Ça déconditionne leur mental et ça leur donne une vision plus réelle de ce qui se passe autour de nous, en fait. Et du coup, eh ben, on voit les fleurs, les plantes, les arbres et tout, quand on les regarde sous champignons hallucinogènes, et ben, tout devient lumineux, ils ont des couleurs et tout autour d'eux, comme une sorte d'aura. Et après, Jérémy Nerby, qui a écrit Le serpent cosmique, qui a pris de l'ayahuasca une fois en Amazonie, il voit des serpents, du coup il demande au chaman qu'est-ce que c'est les serpents, et après avoir fait une super étude là-dessus, on sait que l'ADN émet des photons et il pense que quand on prend de l'ayahuasca, qui est une substance hallucinogène un peu comme les champignons, c'est juste des forces qui sont un peu différentes, et ben il pense qu'on voit les photons des plantes et c'est sûrement ça, la luminosité qu'on voit quand on est devant une plante, la fleur elle devient toute lumineuse et tout, plein de couleurs et tout, et c'est sûrement la lumière émise par les photons de l'ADN qu'il y a dans les plantes. Et donc on est en relation. En plus, le chaman lui explique qu'en fait, les serpents qu'ils voient quand ils prennent de l'ayahuasca, c'est les serpents de la connaissance. Ça leur apprend à connaître les plantes, à tisser, à connaître les animaux, la nature. Et c'est une pure relation. En plus, le chaman, il dit à un moment, l'ADN, enfin le serpent, nous a dit qu'il était sur une autre planète et qu'il est venu se réfugier sur Terre. Donc peut-être, ça se trouve, ce serait ça la base de notre possibilité d'être des extraterrestres. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre-là parce que ça vous emmène et puis ça recentre aussi sur l'essentiel parce que dit, en Amazonie, les chamans, quand ils travaillent, enfin les peuples là-bas, qui vivent encore comme à l'époque, et ils font que ce qu'ils ont besoin de faire pour eux. Et en gros, ça leur représente 2 heures et demie de travail par jour. Et après, ils ont du temps libre, ils vivent en groupe et c'est une super vie en fait. Super en relation avec la nature et les éléments. Et ils sont super contents. Alors là, je repasse à mes expériences avec les champignons. Alors moi, au début, c'est bizarre en fait. C'est parce qu'en fait, comme dit Jeanne Kounen dans L'autre monde, il y a un chaman qui dit tu vas affronter tes démons personnels. En fait, au début que je prenais les champignons, parce que j'en ai pris pas mal, je ne vous dirai pas la quantité parce que ça va vous faire peur, mais les premières expériences, je rentrais souvent dans des sortes de parano, de trucs comme ça, et en fait c'est parce que à l'intérieur de moi, j'avais mes démons que j'avais pas encore affrontés et qui m'amenaient quand ils en recevaient une réception de... Quand on est sous champignons, on est vachement plus réceptif à tout ce que les autres nous disent et tout, et du coup, ça nous rend plus sensibles. Et puis un jour, j'ai fait une expérience, j'en ai pris tout seul.
Enfin, plein de fois j'en ai pris tout seul, mais ce jour-là, j'en prends tout seul chez moi, puis j'ai l'impression qu'il me faisait rien. Je me couche, et puis toute la nuit j'ai pleuré. Puis comme j'ai vécu quand même pas mal de souffrances, et en fait, le message, les champignons m'avaient expliqué pourquoi mes souffrances s'étaient produites. Et du coup, le matin, quand j'ai arrêté, j'ai fait waouh, ça y est, je sais enfin qui je suis, quoi. Et ça m'avait vraiment libéré de toutes mes souffrances et tout. Et moi, je trouve que même on devrait y avoir des initiations avec des gens comme moi qui savent très bien, qui connaissent très bien cette plante-là, pour apprendre aux gens à voir la nature autrement et tout ça, et ça les rapprocherait sûrement de la nature, ils trouveraient un super grand lien. Et après, en fait, cette vision-là aussi, ça marche aussi avec les gens. Des fois, j'ai pris des champignons avec une dizaine de personnes, il y en a avec moi qu'on avait pris, et les 10, ils ont, parce que la montée, c'est, je sais pas, 2 heures de visuel, vraiment hallucinant, enfin on voit l'aura, les couleurs, plein de couleurs et tout. Et dans une dizaine de personnes, hop, et dans les 10, un seul qui avait le visage tout tendu et tout ça, et les autres, le visage bien lumineux et tout. Et en fait, les champignons me montraient que j'aurais un problème avec cette personne-là, quoi. Pourtant que c'était un bon ami. Et ça m'a fait super réfléchir. Et en fait, cette action-là est restée. Comme un soir aussi, j'en avais pris dans la nature, j'avais passé un super bon moment. J'avais vu les arbres qui dansent, près des arcs-en-ciel de lumière dans la nuit qui était trop beau et tout ça. Et puis je rentre chez moi. Et puis j'étais posé devant mon dôme sur une petite chaise et tout. Puis tout d'un coup, les champignons m'ont massé le dos, quoi. Enfin, ça m'a fait comme si c'était un massage de dos. Et en fait, j'ai super bien retenu comment ça se faisait. Et en fait, je peux me le faire quand je veux maintenant. Et c'est vraiment trop bon, ça détend. Et en fait, après, ben, je reviens à un petit passage que j'avais fait avant, ben, sur l'énergie. J'ai appris, en fait, mais par des lectures, et puis j'ai du temps dans la nature, et puis comme je fais pas mal de choses que je sais bien faire, donc je peux pas faire autre chose en même temps, quoi. Et j'ai vraiment appris à connaître l'énergie de mon corps et à me détendre avec, et à me masser, et c'est super bon. Des fois je me demande jusqu'où ça va. Là, ma grande question, c'est je cherche à comprendre les limites de cette possibilité-là, parce que j'ai déjà réussi à envoyer de l'énergie à une personne qui était à 500 km de chez moi, en gros, et elle l'a reçu, c'est sûr. Et puis il y a une autre personne qui est à 200 km de chez moi aussi, qui l'a reçu aussi. Et puis des fois, des petits messages avec mon pote, j'ai un ami, meilleur ami en Australie. Et ben, des fois, on s'appelle en même temps, c'est super délirant. Et pourtant, on est à l'autre bout de la planète et il y a des pures connexions, quoi. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le spirituel. Et je pense qu'on est des êtres vraiment magiques, mais qu'on ne s'apprend vraiment pas à le faire. Et que si on passait à cette magie-là, ben, on serait plus en lien avec la nature. Et on serait des êtres beaucoup plus libres et beaucoup plus autonomes, quoi. Et on n'aurait plus de ce système-là, ça ne nous encouragerait pas à le faire fonctionner, quoi. Voilà à peu près pour les plantes, la magie, la spiritualité, ce que j'en aperçois des choses. Et je trouve ça vraiment dommage que ça soit pratiqué dans des sens où c'est se projeter dans un futur qu'on ne connaît pas et que en fait ça empêche de vivre le moment présent. Et je trouve que c'est aussi une bonne manière de canaliser une partie de la population. C'est encore un certain conditionnement quelque part qui peut être très très violent aussi dans un sens. Même si ça aborde du bon, il n'y a pas que du bon dedans, quoi. Bon, mais maintenant la conclusion alors. C'est parti. Allez, la première des choses, surtout, je dis, on devrait s'unir et réclamer le droit à la terre, quoi. Parce qu'en fait, comme on est tous sur la même planète, on est à peu près tous pareils, encore en plus, donc du coup, je vois pas pourquoi il y en a qui ont le droit à la terre et puis d'autres pas le droit. En plus, si on faisait ça, on pourrait avoir une belle petite maison un peu comme la mienne, facile à construire et tout, faire un beau jardin, devenir beaucoup plus autonome du coup, et remettre de la biodiversité en place, parce qu'en fait, nous sommes sûrement des créateurs, et nous sommes là plus pour mettre la vie en place que la détruire. Ça, c'est un phénomène que je trouve très important.
Et après, on devrait vraiment faire en sorte de plus cautionner toutes ces substances qui nous polluent, d'apprendre à plus s'en servir et puis de les acheter. Si on arrête de les acheter, on ne seront plus produites et donc du coup, on sera libéré de ce problème. Et après, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Et vraiment se mettre dans l'amour. Parce qu'en fait, si on rentre dans une démarche spirituelle et d'amour, et ben, on serait dans l'amour. Pour moi, c'est aimer l'ensemble des formes de vie et les éléments. Donc ne pas les polluer, ne pas les... Et donc du coup, là après, ça changerait automatiquement la surface de notre planète. Et après, on aurait beaucoup plus de temps libre si on faisait notre jardin et qu'on travaillait pour nous. Et on pourrait être en relation avec les gens qui sont autour de chez nous, parce que si on partageait la terre, il y aurait plus de gens dans les campagnes. Et on pourrait apprendre à s'éveiller spirituellement, apprendre à faire de la méditation, apprendre de l'art, apprendre tous les métiers qu'on a envie avec nos voisins, en partageant vraiment. Alors que maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, les entreprises de services qui nous font les services qu'on se rendait avant. Voilà, ça c'est vraiment ma grande vision des choses. Et après, je vais vous faire une petite citation ou deux finale, quoi, et qui semble très importante. C'est Henri Laborie, il dit dans L'Esprit du grenier, il dit malgré mon statut social, la seule forme d'intelligence qui puisse exister, c'est surtout de ne pas faire fonctionner cette société-là. Et il a complètement raison, parce que comme elle est en train de tout détruire, il faudrait qu'on pense à passer à autre chose. Et je pense que la sémantique générale peut nous aider. Et puis si on décide vraiment de s'unir, on n'a pas besoin de ce système-là pour fonctionner, quoi. En fait, il y a encore en plus, il ne marche pas, il va s'effondrer à un moment ou à un autre. Alors autant être prévoyant et faire en sorte que nous, on soit en avance sur l'effondrement qui va se produire, parce que le jour où il va s'effondrer, à mon avis, ce sera très grave. Tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment avec sincérité. Vraiment, j'ai essayé de comprendre plein de choses, je me suis vraiment informé, et je sais qu'il y a moyen de faire autrement, et c'est par l'amour qu'on peut changer tout, hein. Vraiment par l'amour et par les actes, parce qu'on peut dire qu'on est dans le beau et tout ça, mais quand on utilise des choses qui sont pas belles, on n'est pas dans les actes. Donc du coup, s'organiser à ça, participer, s'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que je vous ai dit, essayez de vous renseigner, de faire passer des messages et tout ça. Et bientôt, je vais mettre un site sur Internet, sûrement avec, basé sur l'autocratie, la sémantique générale, l'écologie et puis l'amour. Et en fait, il y aura plein de propositions. Et le seul engagement qu'il y aura, c'est de dire ah cette chose, je peux le faire, ça m'intéresse, et de le faire, et de le faire véhiculer dans son quartier, et tout ça, et tout ça. Et puis ce sera ouvert aussi à plein de propositions. À bientôt.